La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Les fidèles catholiques célèbrent ce 15 août l'Assomption de la Vierge Marie, la montée de la Mère de Christ au ciel, une célébration mondiale. Les échos de Lomé dans cette édition. Et puis, deuxième jour des journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine de chimie à Lomé. Ce mercredi, les différents experts ont tablé sur l'agriculture durable et l'importance de la recherche pour son essor. À découvrir également dans cette édition. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bonne fête de l'Assomption à tous les fidèles catholiques de par le monde. Aujourd'hui, 15 août, donc, les chrétiens catholiques sont en fête. Ils célèbrent l'Assomption ou la montée de la Vierge Marie au ciel. Une célébration qui a été marquée par des messes dites dans toutes les paroisses. Notre équipe de reportage était ce matin à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus à Lomé. Le compte rendu de la célébration avec Yasmine Kodia et Ekoui Salah. L'Assomption de la Vierge Marie, un mystère dont se souviennent ici ces fidèles chrétiens catholiques. Ce 15 août, jour d'action de grâce pour l'Église tout entière, ils ont uni leurs cœurs et pensées pour remercier celle par qui Jésus-Christ est né, la Vierge Marie. C'est surtout son élévation au ciel, corps et âme après sa vie terrestre, qui est célébrée par l'Assemblée. L'Église est en fête parce que c'est en quelque sorte notre résurrection que nous célébrons comme ça. C'est la Pâque de la Vierge Marie, son passage de ce monde au ciel. Donc en elle, c'est notre ciel que nous célébrons, que notre destinée n'est pas ici, elle est au ciel. Et elle est la première qui est allée là et nous sommes sûrs qu'elle nous attendra, qu'elle nous accueillera à notre fin de vie. La montée de Marie au ciel nous rassure, raffermit notre foi. Nous souhaitons qu'elle prépare une place au ciel pour nous. Parce que son oui a été un oui et grâce à elle, le monde a été sauvé du péché par la venue de son Fils qui la soulève aujourd'hui pour qu'elle prépare une place pour nous. La Vierge Marie incarne la spiritualité dans sa splendeur. La commémoration de son Assomption doit interpeller le monde chrétien au raffermissement de sa foi pour bénéficier de la vie éternelle. Pour Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, la Vierge Marie doit servir d'exemple et de modèle pour les vivants. Fêter l'Assomption de la Vierge bénie, c'est d'une certaine manière fêter Pâques, car l'Assomption de la Vierge Marie n'est rien d'autre que son doux passage de cette vie terrestre à la vie plénière de la résurrection. Si le Fils de Dieu est entré dans notre monde par la Vierge Marie, Marie de son côté est entrée dans le monde nouveau par Jésus ressuscité. La Vierge Marie partage désormais la béatitude du Fils ressuscité, toute heureuse d'avoir cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
la Vierge Marie est la figure de l'Église qui peine au désert et enfante le peuple des croyants dans les douleurs de son enfantement. À l'école de la Vierge Marie, la toute transparente à Dieu, renouvelons notre oui d'amour total au Seigneur pour qu'il daigne faire de nous des merveilles pour la gloire de son saint nom, pour le réconfort et la consolation de tous, pour le salut de tous ses fils et filles. Que la Vierge Mère nous protège, nous guide et nous conduise à son Fils, le Prince de la paix. En la suivant, comme dit Saint Bernard, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe jamais. Amen. Commémorer le 15 août de chaque année, la fête de l'Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. L'événement coïncide avec les 11 ans d'ordination épiscopale de Monseigneur Denis Amouzou Diakpa. Un présent lui a été offert pour marquer cet anniversaire. Par voie de presse, la Commission électorale nationale indépendante CENI informe les membres des commissions électorales locales indépendantes CELI qui viennent d'être nommés par décision numéro 015 du 14 août 2018, hier donc, que conformément au code électoral, elles procèdent à leur installation et à leur formation au chef-lieu de leur préfecture dans la période du 18 au 23 août 2018. À cet effet, la CENI prie les intéressés de se mettre en rapport avec leurs présidents de CELI respectifs. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale poursuit l'indemnisation de la première vague des victimes non vulnérables des troubles socio-politiques de l'année 2005 au Togo. Le HCRON s'est déjà déplacé vers ces victimes il y a quelques mois seulement et l'institution est de nouveau en tournée pour la prise en charge de ceux qui n'avaient pas pu se présenter à elle la première fois. Les étapes des plateaux et de la CARA avec Sylvain Abdou et Nestor Mouzou. Ces listes sont celles des victimes qui n'ont pas pu répondre en mai dernier à l'appel du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale lors de sa phase d'indemnisation des victimes non vulnérables pour le compte de la région des Plateaux. Elles sont environ 300 victimes issues des préfectures d'Amou, Agné, Wawa, Esmono, Moyemono, Hao, Akebou et Ogou. Cette session de rattrapage démarrée ce mardi ici à Tapamé pour prendre fin samedi prochain leur est destinée en vue de permettre au HCRON de boucler cette première phase d'indemnisation pour amorcer une nouvelle dans la perspective de répondre à l'engagement du gouvernement, celui d'apporter du réconfort et d'apaiser les cœurs des victimes à travers cette marque de reconnaissance et de compassion. Nous avions sorti une liste d'à peu près 1000 victimes quand nous étions là en mai. Mais on n'a pas pu épuiser la liste des 1000 victimes. Or, nous allons commencer la deuxième phase. Donc, le HCRON a jugé bon de repasser dans les localités pour rattraper les retardataires. Et pour que la liste de la deuxième phase ne soit pas trop gonflée, nous espérons que ces personnes-là qui n'avaient pas eu l'information pendant que nous étions là puissent venir cette fois-ci pour qu'on puisse les remettre dans leurs droits. Pour cette première phase qui va se boucler après cette étape de prolongement, 2500 victimes ont été indemnisées, sur plus de 7700 enregistrés pour le compte des événements sociopolitiques de 2005. La deuxième phase prendra en compte le reste de ces victimes avant d'entamer celle de 1958 à 2005. C'est donc une volonté pour le gouvernement, selon le HCRON, d'amener les Togolais à se pardonner pour une réconciliation forte dans la paix et la cohésion sociale. Certaines ont changé de domicile ou de contact. D'autres étaient malades ou n'ont pas vite été informées. D'autres raisons encore expliquent le retard que certaines victimes des troubles sociopolitiques de 2005, identifiées pour être indemnisées,
ont accusé, après le premier passage du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale dans les régions pour l'opération de réparation, le Ashkroun leur donne une nouvelle opportunité de rentrer dans leurs droits. Il effectue une nouvelle tournée à cet effet, comme ici à Kara, pour les concernés de toute la région. L'État a décidé d'accompagner tous ceux qui ont souffert dans leur chair et dans leur âme pour des raisons politiques. Et donc c'est la compassion de l'État qu'on leur apporte. Vous savez, ce qu'on leur donne comme indemnité, il faut le dire, ça ne répond pas toujours à ce qu'on a subi comme préjudice. Et donc, c'est pour les supplier de prendre avec cœur ce que l'État donne, avec le sens du pardon mutuel, parce que c'est l'État qui veut compatir à la douleur de ses enfants. Et pour cela, les victimes sont nombreuses. Nous en avons dénombré au total 22 415. C'est comme chez nous en pays Kabia ici. Quand tu vas à la chasse, tu trouves une souris, tu amènes. Tu as 10 enfants, tu es obligé de leur partager la souris. Donc l'État togolais, il ne peut refuser aucun de ses fils. Ils sont nombreux. Et donc, ce dont ils disposent, on partage et chacun a quelque chose. C'est symbolique. Pour le Ashkroun donc, ce n'est pas la somme de l'indemnisation qui compte, c'est la démarche en elle-même qui importe. Et cette démarche consiste à appeler les victimes à passer les points sur ce qu'elles ont vécu, à pardonner et à se réconcilier. Le message semble bien passé. J'ai été très bien accueilli ici. Je remercie sincèrement la délégation et tous ceux qui ont pris cette initiative. Que Dieu les bénisse. Notre souhait, c'est que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. La délégation nous a encouragés à œuvrer pour la réconciliation en vue de consolider la cohésion sociale pour toujours. On ne savait pas que le gouvernement était en train de faire ce travail d'indemnisation. Donc nous ne pouvons que le remercier pour cette initiative d'apaisement des cœurs. Nous avons eu des chèques pour nous permettre de nous soulager par rapport aux dommages que nous avons subis lors des troubles. Nous rendons grâce à Dieu. Après cette nouvelle tournée, ceux qui seront encore en retard ont la possibilité de se rendre au siège du Ashkroun à Lomé pour se faire indemniser. Je vous le disais en titre, aujourd'hui mercredi est le deuxième jour des journées scientifiques annuelles de la Société africaine de chimie Swakim à Lomé. Les chercheurs, scientifiques et enseignants venus de la sous-région se sont retrouvés donc à l'université de Lomé autour d'un panel intitulé « Les recherches sur l'agriculture durable et la transformation des produits agricoles ». Qu'entend-on donc par agriculture durable et surtout comment réaliser une production à grande échelle sur le continent? Les explications dans ce reportage de Augustin Kossi. Et donne les moyens pour que la production puisse nourrir. Le développement de l'agriculture et la préservation de l'environnement, deux notions qui deviennent de plus en plus liées pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. On parle d'une agriculture durable, celle qui intègre les besoins des producteurs sur toute la chaîne de production et tient compte du patrimoine allégué aux générations futures. Au niveau des chercheurs, on évoque la définition du profil alimentaire des populations qui doit désormais reposer sur le sol, la maîtrise de l'eau et du climat. Quand on parle de l'agriculture durable, il faut voir cette agriculture qu'on pratique en conservant toutes les qualités du substrat sol qui est utilisé pour permettre aux générations futures de venir aussi cultiver. On parle de l'agriculture où on prend en compte les aspirations des communautés, de ce que les communautés aiment produire comme aliments et les transformer. Quand on parle de l'agriculture durable, on parle de l'agriculture qui fait face au surclimat et qui propose des pratiques pour s'adapter au changement climatique. Quand on parle de l'agriculture durable, en fait, on parle d'une agriculture qui sort des produits de qualité, qui sort des produits sains, et on parle d'une agriculture qui contribue à améliorer la santé, le bien-être des populations. Depuis la production, jusqu'à la transformation, jusqu'à la consommation, la commercialisation, la notion de durabilité doit être prise en compte. Comment on produit en nuisant le moins possible à l'environnement. On peut aussi produire des biopesticides
qui sont donc biodégradables et qui peuvent valablement remplacer les pesticides d'origine chimique. Les recherches doivent donc faciliter la transition et donner aux producteurs les moyens pour passer à une agriculture à grande échelle en Afrique. Les problèmes se posent en termes de quantité et qualité des productions, la conservation, de même que la transformation des produits. Sur tout le cycle, la recherche se veut déterminante. Les produits agricoles sont très peu transformés en Afrique et la chimie peut aider à résoudre ce problème pour donner de la valeur à la transformation, pour permettre aux gens de sortir de la pauvreté. On peut aussi transformer tous les déchets issus des procédés de transformation agricole pour avoir de l'énergie ou pour avoir d'autres sous-produits, notamment encore les fertilisants qui vont revenir à l'agriculture. Donc tout est question de recherche, tout est question de moyens et surtout de volonté politique. L'agriculture doit être vue comme une activité qui peut nourrir l'Afrique. L'Afrique peut se nourrir elle-même, elle doit se nourrir. Les jeunes peuvent embrasser l'agriculture. Par rapport à la restauration des sols, vous savez que les rendements baissent à cause de la dégradation de la fertilité des sols. Et notre recherche, il y a un programme qui est développé pour que l'on puisse mieux connaître la qualité de notre sol, c'est le niveau de fertilité de notre sol, savoir qu'est-ce qui manque et surtout de proposer un système de fertilisation. Quand nous allons évoquer la question de la transformation des aliments, il y a des normes qu'il faut respecter pour que l'aliment puisse avoir une valeur ajoutée. C'est-à-dire pour être exporté, ça doit respecter les normes d'hygiène, les normes de contenu, c'est-à-dire l'aspect nutritionnel et tout cela. La recherche est très attelée à ces questions-là. C'est dire qu'il faut repenser l'agriculture pour qu'elle soit durable et parvienne surtout à l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Déjà, on estime à plus de 35 milliards de dollars l'importation des produits agricoles par an en Afrique. Il y a donc, selon les chercheurs, un travail d'ensemble à faire. Conjuguer les efforts, chacun en ce qui le concerne, afin de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture moderne. Et la Société ouest-africaine de chimie s'est donc dotée depuis 2008 de 5 groupes thématiques qui interviennent dans les domaines de la santé, l'environnement, l'hydraulique, l'assainissement et l'aménagement du territoire. À l'occasion de ces 19e journées scientifiques annuelles, justement, une équipe de la rédaction s'est intéressée au fonctionnement de ces 5 groupes et les acquis dont ils disposent. Suivons les explications et les détails dans ce dossier signé Luc Assis. La Société ouest-africaine de chimie, soit CHIM, promeut les travaux des professeurs et enseignants-chercheurs en chimie des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et répond aussi aux préoccupations des populations à travers ses différents projets de recherche. Pour être plus performant et mieux atteindre ses objectifs, cette organisation savante s'est structurée en 5 groupes thématiques. Des groupes thématiques qui travaillent en synergie pour la résolution des différents problèmes qui minent le développement socio-économique et environnemental des pays ouest-africains et à l'avancée de la recherche appliquée dans les domaines des sciences chimiques, biologiques et agronomiques ayant un réel impact sur le quotidien des populations. Le premier groupe, c'est le REMOA, Réseau Matériaux Ouest-Africain. Tout ce qui a rapport avec les matériaux. Les chimistes de la SOACHIM sont là et apportent leur contribution. Que ce sont les matériaux de construction, donc construire des habitats décents aux populations de nos régions, c'est quelque chose de très important pour nous. Le RESBOA, Réseau des substances biologiquement actives, à partir de la flore de notre pays, arriver donc à la formulation des médicaments de chez nous à partir de nos plantes, des médicaments pratiquement exempts de toutes les impuretés et à partir de nos ressources naturelles. Ensuite, nous avons le réseau de chimistes en modélisation ouest-africaine, le RECMOA, à partir de l'informatique, sortir rapidement des produits
de qualité satisfaisante. En dehors de ces 3 groupes, nous avons le RESAOA, le réseau donc agroalimentaire ouest-africain. À partir des richesses de chez nous, des richesses de notre sous-région, arriver donc à formuler des mets propres et digestes. Ensuite, il y a le réseau énergie, eau et environnement, mines ouest-africain. Vous savez que nous avons un sol et sous-sol très riche. Il faudrait que ces richesses minières profitent à nos populations. On peut dire qu'il y a déjà beaucoup de groupes thématiques qui ont rédigé des projets en commun. On a rédigé un projet pour résoudre le problème de maladies en matière de santé vétérinaire des animaux. Donc, chaque pays membre, les 8 pays de la SWACHIM, il y a des membres qui sont dans ce groupe thématique. Donc chacun dans son endroit utilise les plantes locales, la pharmacopée locale. Donc on va travailler à analyser ces plantes. Donc ça fait plus de résultats ensemble, plus de publications. Et on arrive à des plantes qui sont très efficaces. Et maintenant on propose des formulations qui vont demain sortir sur le marché pour que les gens puissent utiliser ces solutions naturelles pour soigner les animaux. Et dans d'autres domaines également, sur l'agroalimentaire, ils ont des projets en commun. Donc c'est pour dire qu'avec le groupe thématique, on sent une meilleure intégration de nos équipes de recherche. Chacun ne fait plus la recherche de son côté. Donc on met nos moyens ensemble, nos intelligences ensemble et même nos laboratoires ensemble. Les acquis des travaux de ces groupes thématiques contribuent donc déjà à la mise en œuvre et à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable définis par la communauté internationale en 2015. Les membres de ces groupes, à savoir les enseignants-chercheurs, chimistes et universitaires de la SWACHIM, vont faire des propositions plausibles aux 19e journées scientifiques annuelles de cette institution qui se tiennent à Lomé. Les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de l'hydraulique et de l'assainissement sont pris en compte et la population y trouvera à coup sûr son compte. Tous les groupes thématiques ont quelque chose à apporter aux 17 objectifs du développement durable, que ce soit dans le domaine de l'eau, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, parce qu'aujourd'hui, si vous proposez une solution durable à un agriculteur qui dépense moins pour produire avec des bons rendements, donc qui dit bon rendement, il aura plus de ressources parce qu'il peut vendre une partie et assurer sa sécurité alimentaire, donc du coup lutter contre la pauvreté. On fait l'étude d'une plante que nos tradithérapeutes utilisent et qu'on amène ce tradithérapeute-là à mieux gérer la plante, parce qu'au-delà des substances actives que nous on cherche, il y a des substances secondaires qui sont eux toxiques et que lui ne maîtrise pas. En communiquant avec lui, en mettant ça à disposition, il saura quelle dose de cette plante-là donner demain à un malade qui vient chez lui pour éviter les effets secondaires qui sont souvent les blocages de reins et autres. Nous avons le problème de la gestion des eaux, la gestion des déchets. Et vous voyez, la ville de Lomé devient de plus en plus propre parce que nous avons un laboratoire qu'on appelle GTV2 qui gère les eaux usagées et les déchets avec la mairie de Lomé. Ce que nous trouvons dans le laboratoire, on le met à la disposition de la mairie pour mieux gérer ces déchets-là et transformer ces déchets en compost. Cet intérêt manifeste traduit l'engagement de la SWACHIM aux côtés des gouvernements des pays membres à mettre les préoccupations concrètes des populations au centre de leurs travaux, comme l'illustrent les journées scientifiques qui se tiennent chaque année dans un pays membre. Hors du Togo, en bref, au Tchad, l'armée n'a toujours pas fourni de bilan suite à l'attaque de la localité aurifère de Kouri-Bougoudi. Lundi, le procureur de la République du Tchad a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre X suite à cette attaque. Un acte revendiqué par le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, un mouvement rebelle que N'Djamena qualifie de terroriste. Retour en page nationale où les comités préfectoraux de paix sont de nouveau en formation du côté de Kara. Ces comités, mis en place au titre du projet d'appui à la consolidation d'une infrastructure durable de paix dans notre pays, renforcent leur capacité donc sur le code foncier, la citoyenneté et le leadership. Depuis Kara, la correspondance de Nestor. Bonjour.
Dans la mise en œuvre du projet d'appui à la consolidation d'une infrastructure durable de paix au Togo, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement ont ciblé des thèmes spécifiques sur lesquels les comités de paix installés dans les préfectures doivent être outillés. Pour cette nouvelle session de renforcement des capacités, le premier thème porte sur les innovations du code foncier. Il y a un certain nombre d'institutions, par exemple, un certain nombre de règles qui existaient déjà. Et c'était leur mauvaise application, leur inapplication qui générait des conflits. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'apporter la lumière sur ces institutions, sur ces règles-là, qui sont des règles clés permettant, n'est-ce pas, d'éviter de tomber dans le conflit ou alors de contribuer à la résolution de ces conflits. Aujourd'hui, dans le code foncier, il est indiqué clairement qu'il faut immatriculer son terrain avant de pouvoir le céder. Alors, ce n'est pas une règle nouvelle, la règle existait déjà. Il faut revenir sur cette règle-là, l'expliquer, expliquer les mécanismes qui permettent d'aller jusqu'à l'immatriculation, les solutions de secours qui peuvent exister lorsqu'on n'a pas les moyens, par exemple. Il y a différents fonds qui sont créés par la nouvelle législation. Donc, ces petites innovations sont utiles et sont importantes à connaître pour éviter la survenance de litiges. Le leadership et la citoyenneté sont aussi des thèmes à partager avec les membres des comités locaux de paix. Le leadership est nécessaire pour ces comités locaux de paix parce que ces comités sont appelés à prendre, pas l'ascendant, mais à être des guides pour les populations locales. Et pour pouvoir exercer cette prérogative, il leur faut des compétences en termes de citoyenneté, parce qu'ils doivent montrer l'exemple, des compétences en termes de leadership, parce qu'ils doivent guider. Ils doivent avoir ces outils-là pour pouvoir éclairer, entre guillemets, leurs concitoyens. Tone, Oti, Kera et Koza, ce sont les comités de paix de ces préfectures qui ont été conviés à cette formation. Après, ce sera au tour de ceux d'Assoli, Tchaoudjo, Agné, Kloto et Yave de bénéficier de la même formation. Le projet d'appui à la consolidation d'une infrastructure durable de paix au Togo est dans sa phase pilote. Il ne touche pour le moment que 9 préfectures. L'ONG Global Islamic Mission, soutenue par un homme d'affaires australien, a fait don d'un orphelinat à la population de Zouti, village situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est d'Anéro. L'ouvrage a été réceptionné ce matin par le donateur et remis aux populations. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capo. À environ 20 km au nord-est de la ville d'Anéro, se dresse un bâtiment flambant neuf. Il s'agit du Jardin d'Éden de Zouti. Le Jardin d'Éden de Zouti est un orphelinat qui va accueillir les enfants démunis et orphelins de Zouti et de ses environs. C'est un projet financé par Bilal El-Cheikh, un homme d'affaires australien à hauteur de 2 500 000 $ américains, soit 1,5 milliard de francs CFA. I was given the opportunity in Australia to bring such a project to Togo. Mes frères en Australie m'ont donné cette opportunité-là de réaliser ce projet ici parce que ils avaient trouvé que c'était nécessaire de construire ce centre pour des orphelins. Et dans ma religion, selon les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prend soin d'un orphelin, il sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Et tout ce que nous prenons ici comme orphelin, c'est sans distinction de religion. Dark color, of white color, of Christian religion, or Islamic religion. Tout a commencé il y a 4 ans sur une superficie de 1,5 hectare sous la supervision de Global Islamic Mission, une ONG australienne basée au Togo. Aujourd'hui, l'on peut observer sur ces lieux un chef-d'œuvre doté d'infrastructures modernes. Le centre est composé d'une mosquée, de bâtiments scolaires, composé de 10 salles. Nous avons 4 bâtiments pour le logement des enfants, des orphelins. Nous avons 2 grands restaurants et une cuisine. Nous avons un logement pour le directeur général du centre. Nous avons aussi un bâtiment qui va abriter le personnel. Nous avons implanté un terrain de football. Il y a aussi un dispensaire pour les premiers soins.
Les populations saluent cette infrastructure à sa juste valeur dans la mesure où elle va contribuer à éradiquer la pauvreté et promouvoir le développement du milieu. Zoti n'a pas un centre social comme ce que nous venons de réceptionner. Donc c'est le premier du genre. Et donc je dirais que le centre est venu à point nommé. L'orphelinat de Zouti compte démarrer ses activités à la prochaine rentrée scolaire. L'accès à l'établissement est totalement gratuit. Sport football pour terminer avec la deuxième édition du tournoi de la jeunesse qui a démarré ce mercredi à Lomé. Il regroupe des centres de formation en football de la capitale. Parmi les participants figure le centre Nilim Foot d'Adeti Kopé. Et pour mieux aborder la compétition, ce centre multiplie des séances d'entraînement dont une a été suivie hier par Jean Kofi Hedji. On joue devant. Ce sont les jeunes joueurs du centre de formation Nilim Foot d'Adeti Kopé. Ils affûtent leurs armes en vue d'une bonne participation à la deuxième édition du tournoi de la jeunesse qui démarre ce mercredi au stade municipal de Lomé. Dans ce tournoi, Nilim Foot évolue dans deux catégories, les moins de 13 ans et les moins de 15 ans. Le centre entre en compétition jeudi avec assurance. Nous ne sommes pas venus pour faire la figuration. Nous ne sommes pas venus pour nous tester. Nous sommes venus pour nous affirmer. Donc nous venons pour aller le plus loin possible dans le tournoi. On prend les matchs, match par match, et puis on évolue. Moi, je l'ai toujours dit que j'ai fixé l'objectif. Au minimum, c'est aller en finale. Donc nous sommes venus avec l'état d'esprit de ne pas jouer pour jouer, mais jouer pour gagner et de faire un nom, un vrai nom de notre centre de formation dans le monde des centres de formation ici à Lomé. À travers les multiples séances d'entraînement et des matchs amicaux livrés pour la circonstance, les pensionnaires sont confiants pour l'atteinte des objectifs. Selon les entraînements du coach et les conseils du coach, on est formellement prêt à jouer ce tournoi et pour aller en avant le plus loin possible. Créé en décembre 2017, le centre Nilim Foot, si Adeti Kopé, forme en football féminin et masculin. Il dispose de toutes les catégories d'âge, dont les moins de 19 ans qui participeront au prochain tournoi de la Ligue Lomé Golf au niveau du district d'Aguanivé. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté d'Adeti Kopé. Et une fois encore, bonne fête de l'Assomption à tous les catholiques du Togo et du monde. Au revoir.